Nicolas, bonjour et merci de me consacrer un peu de ton temps. Merci à toi. Tu es psychologue, tu travailles à Médecins sans frontières sur la santé des équipes depuis plus de 20 ans. Est-ce que tu peux m'expliquer comment s'est structurée l'approche de Médecins sans frontières sur la santé mentale des équipes toutes ces dernières années? Alors, je ne travaille pas depuis 20 ans sur la santé des équipes. J'ai eu un parcours de psychologue terrain et un parcours OP aussi, dans lequel je suis sorti un peu de on pourrait appeler la psychologie en tant que telle, puisque j'ai eu des fonctions de ressources humaines au niveau opérationnel aussi. Et c'est dans le cadre un peu de ce parcours-là, effectivement, on s'est rendu compte, c'était un peu des concours de circonstances, parce qu'on se souvenait quand même que j'étais psy, de temps en temps dans les couloirs, qu'il y avait quand même quelques petits trous dans la raquette, en tout cas, au niveau des dispositifs de support pour les personnels expatriés. C'est arrivé un peu comme ça par hasard, quand même, d'une certaine manière, parce que moi j'étais psychologue, même si je n'avais pas cette fonction-là en interne, et puis il y avait aussi le psychiatre du département médical qui n'avait pas la fonction du support pour les équipes, où on se mobilisait de temps en temps, souvent après des événements violents, par exemple. Donc il a fallu des événements violents quand même en interne, liés, on y reviendra je présume, au psychotraumatisme, pour que MSF se décide de mettre en place, on va dire, d'essayer de réguler ça, en tout cas de mettre en place des dispositifs. Donc on est plutôt sur un mode réactif au départ qu'anticipateur. Alors on peut revenir sur l'histoire. On pourrait caricaturer que de 1971, on va dire, je dirais jusqu'au tremblement de terre d'Haïti, c'est-à-dire pendant quand même 40 ans, on était vraiment sur un mode réactif. C'est-à-dire que bon, on a toujours réagi quand il y avait des collègues qui étaient exposés souvent à des choses très violentes, hein, des situations de kidnapping, de décès. Voilà, tout ce qu'on peut caractériser par du psychotraumatisme primaire, c'est-à-dire vraiment du trauma dur, difficile. Et là, souvent, l'organisation, elle réagissait, naturellement. Alors, elle réagissait en soutenant les collègues, par moment en envoyant des psys sur le terrain. Et il y a eu, on va dire aussi, fin des années 90, 2000, ce qu'on appelait en interne le lieu de parole. Peut-être que tu t'en souviens un peu, mais il y avait une psychologue qui venait tous les matins, tous les vendredis matins, un peu en catimini quand même, ce qu'elle décrivait, avec naturellement aucune prise de rendez-vous au préalable. Les gens savaient qu'il y avait juste quelqu'un in case of le vendredi, 3 heures par semaine. Donc, et ça, c'était quand même intéressant de voir que ça avait été mis en place après des situations difficiles de personnes qui venaient du Rwanda, de Tchétchénie dans les années 90, où on caractérisait les vieux grognards de l'humanitaire, voilà, des personnes qui avaient des parcours terrain qui avaient commencé dans les années 80, voire dans les années 70, qui étaient un peu écorchés vifs et qui étaient par moments désocialisés, en difficulté sociale, dans l'incapacité de pouvoir retravailler normalement sur le terrain. Donc il y avait ce dispositif qui a été mis en place, mais on voit bien qu'on était déjà bien avancé dans les impacts potentiels qu'il pouvait y avoir. Donc il y a eu cette première initiative et il a fallu le tremblement de terre d'Haïti quand même en 2011 pour qu'on se décide en interne à ouvrir une unité en tout cas et essayer, il y a toujours eu des tensions entre militantisme et professionnalisation à MSF, mais d'une certaine manière à se professionnaliser un petit peu dans des mécanismes de support. Qu'est-ce que ce tremblement de terre à Haïti a changé fondamentalement et qu'est-ce que ça a provoqué? C'est souvent compliqué de détourner les yeux quand il se passe un événement qui est un événement de l'ordre de l'impensé, de l'exceptionnel. Alors un tremblement de terre, c'est pas de l'impensé parce que ça fait partie de notre mandat de travailler sur les tremblements de terre. Par contre, ça a quand même été un des pires. C'était quand même 350 000 morts, si je me souviens bien, ou 250 000, mais bon, bref, des chiffres complètement dingues. Et puis on avait une équipe sur place aussi, on avait quand même 15 expatriés sur place. Je pense qu'en intersection, si je me souviens bien, il y a eu quand même beaucoup de décès de nos équipes nationales aussi. Et donc on a envoyé assez rapidement sur le terrain des équipes dans une situation apocalyptique. Et là, on s'est rendu compte que de s'extraire de ce contexte-là et de revenir comme si de rien n'était à Paris au siège, ça pouvait être délicat. Donc il y a eu une initiative qui a été mise de mettre en place un SAS à Saint-Domingue. De se dire, on va les expatriés passer par Saint-Domingue, on va essayer de les laisser 2 jours avant de revenir à la maison quand même, dans lequel on avait envoyé une psychologue sur place pour pouvoir
les accompagner au cas où. On sait qu'après une exposition à des situations telles que celle-ci, avec naturellement une vision de la mort, de destruction, de souffrance assez surréaliste sur certains aspects. Il peut y avoir des décompensations qui se passent au moment du retour. Donc on avait déjà pris cette initiative, et c'était déjà des discussions en interne depuis plusieurs années, de pouvoir peut-être avoir des ressources en interne spécifiquement dédiées pour éviter de juste être en mode réactif ou de prendre le premier psy qui passait dans les couloirs quand même pour pouvoir avoir un peu de conseils, travailler là-dessus, d'ouvrir une unité. Donc une unité qui s'appelle la PSU en interne, la Psychosocial Unit, et de pouvoir avoir une équipe dédiée à ça, c'est-à-dire en premier lieu quand même à réagir en cas d'incident, toujours le réactif pour commencer. Ça a été le point d'entrée, on va dire. Comment est-ce que tu distinguerais l'approche de Médecins sans frontières comparée à l'approche d'autres ONG humanitaires internationales sur la santé psy des équipes ? Alors, bon, il y a différentes sections dans MSF. Ça n'a pas été la première à réagir là-dessus. Le CICR a mis en place dans les années 90 des unités après les Balkans, si je me souviens bien. Il y a eu des premières visites de support pour les équipes. Comme je te l'ai dit, il y avait eu par moment des visites en cas d'incident grave pour MSF, mais de manière ad hoc. Il faut garder en tête un petit peu l'histoire de MSF quand même, l'ADN de MSF. Et MSF France reste quand même une organisation de médecins urgentistes. Voilà. Alors ça a évolué, il y a d'autres types de professions, d'identités professionnelles, mais on est plutôt sur une culture curative que préventive en interne à MSF. Et en termes de santé mentale, la prévention, elle est quand même très importante. Et il y avait quand même, on peut le dire, un manque de connaissances. Les projets de santé mentale à MSF ont eu lieu dans les années 90, c'est-à-dire 25 ans, grosso modo, après la création, qu'il n'y avait pas une culture de santé mentale très développée à la base. Alors, en plus de pouvoir l'étaler quand même et la proposer aux équipes dans une culture organisationnelle qui valorise plutôt l'effort, l'exposition au stress, l'exposition au trauma. Il faut voir les campagnes de com dans les années 80, où on présentait au grand public, dans certaines publicités à la télévision, d'ailleurs c'est une publicité qu'on montre aux premières missions lors des journées d'accueil, pour leur dire attention, voilà où vous rentrez quand même. Donc on montrait, pour présenter l'organisation, un médecin qui avait de toute évidence des symptômes de stress post-traumatique, en tout cas des flashbacks, des reviviscences. Je ne sais pas si tu vois cette publicité, elle est quand même assez connue. Donc il y avait plutôt, on va dire, une culture qui allait promouvoir les personnes qui allaient être en capacité de supporter tout ça, au final, plutôt que de dire attention, vous allez aller sur le terrain, vous allez vivre des choses magnifiques, on vit des choses magnifiques sur le terrain, mais vous allez être exposé, et il est quand même plutôt bien de se mettre des limites, et puis aussi de pouvoir, on va dire, demander de l'aide de temps en temps, de manière assez simple. On ne peut pas dire que c'était des messages qui étaient très véhiculés en interne pendant très longtemps. Bon, heureusement, ça a évolué quand même sur ces dernières années. Je me souviens, c'était une publicité où il y avait un médecin dans un avion qui rentrait chez lui et il avait des flashbacks. Et c'est vrai qu'avec du recul aujourd'hui, quand on repense à ces pubs, c'est plus du tout l'approche, heureusement, qu'on a. Non, c'est plus l'approche. Alors bon, on va dire nos mythes fondateurs sont importants quand même. On reste une organisation de médecins urgentistes. On va s'exposer à ça. L'idée n'est pas de se dire qu'on va travailler dans un environnement, dans du cocooning permanent. Moi, à titre personnel, je pense qu'il faut qu'on conserve quand même une part d'ADN urgentiste, et on va s'exposer, et il faut le dire, et il faut l'assumer d'une certaine manière. Voilà, ça c'est un choix en tant qu'individu quand on rentre dans ce type d'organisation. Ceci étant dit, de plus en plus, alors il y a eu une ouverture à la santé mentale dans la société quand même, en général. Ça, c'est un premier point.
il y a eu un changement sociologique des personnes qui rentrent dans les ONG en règle générale, dans l'humanitaire, avec quand même des personnes qui ont un vernis militantiste, peut-être, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore du militantisme, heureusement il y en a encore beaucoup, quoi, mais peut-être moins, on va dire, moins ancré que dans les années 70, hein, où on était quand même dans des types de comportements à risque assez importants, on va dire. Et donc aussi, il y a eu une prise de conscience de l'organisation à travers, voilà, je dirais plein de règles, plein de réflexions quand même sur le duty of care, par exemple, le fait de se dire, bon, on n'est pas là pour être dans un sacrifice. Voilà, d'ailleurs, je pense que même sur la gestion de la sécurité, les golden rules, enfin, au-delà de la psy, il y a un moment donné, on a assumé à un moment donné qu'on n'allait pas rester dans des contextes pour y mourir, de toutes les manières, juste par principe, par esprit chevaleresque, ou voilà, pour ce qu'on appelait l'aristocratie du risque à un moment donné, ce que certains appelaient de cet ordre-là. Donc la psy, elle est rentrée un petit peu là-dedans en disant, oui, on va quand même essayer d'y faire attention. L'idée, c'est quand même de pouvoir réduire ces risques-là pour l'organisation, et pour les personnes, de leur offrir quand même, d'essayer d'intégrer ça dans nos manières de travailler, ce qui est loin d'être évident naturellement, d'injecter de la prévention aux risques psychosociaux dans les opérations, parce que ça ralentit forcément cette espèce de machine en accélération permanente, mais c'est de plus en plus les nouvelles personnes qui rentrent dans à MSF, et puis les nouveaux chefs de mission, les nouveaux coordinateurs de projet sont quand même beaucoup plus intéressés par cette problématique. Et ça a été intéressant de noter qu'à partir du moment où on a systématisé des briefings et des débriefings au siège, ce qui était un peu Vaderedro Satanas au début, on disait non, on va pas quand même obliger à avoir des psys quand même, c'est quand même un comble quand même cette histoire-là. Alors il n'y a jamais eu d'obligation déjà, ça c'est une chose à dire, mais dès qu'on ouvrait des espaces de discussion un petit peu alternatifs, très rapidement des gens qui étaient plutôt dans des conduites à risque, j'aurais tendance plutôt à valoriser ça. Disait dans ces entretiens individuels que bien sûr il fallait évoluer là-dessus, que oui, moi je serais intéressé d'avoir un peu plus d'informations sur comment gérer mes équipes aussi, comment identifier des personnes qui vont mal. C'est jamais évident, même pour un psy, de pouvoir se dire est-ce que c'est inquiétant ou pas. Donc on a pu avoir ces échanges-là, ces discussions, et je pense que ça a démystifié un petit peu, on va dire, des images un peu d'épinal de psy, un peu poussiéreux dans son canapé à parler de papa et maman, quoi. C'est pas uniquement que ça, quoi. C'est un peu de ça, mais pas uniquement, quoi. Quels sont les risques psychosociaux et psychologiques majeurs quand on part en expatriation et quand on part dans l'humanitaire, que ce soit en expatriation ou à travailler chez soi dans son pays d'origine? Alors, c'est un vaste sujet. Il y a... alors, comme j'ai déjà décrit, le premier risque que l'on peut avoir en tête, c'est le risque du psychotrauma. C'est souvent lié un petit peu au mythe fondateur des humanitaires, c'est-à-dire qu'on va s'exposer à du trauma dur, comme le médecin dans son avion dans la publicité, c'est-à-dire on est exposé à la mort, on est soi-même victime de situations. C'est ce qu'on appelle le psychotraumatisme primaire, le PTSD. C'est un peu tous les films sur le Vietnam, quoi. C'est un peu une image. Alors c'est quelque chose qui est réel, qui existe, et par moments ça arrive parce qu'il peut arriver qu'il y ait des expositions très fortes sur des moments très particuliers dans des missions, ou alors sur des contextes d'une violence extrême, et que ça puisse apparaître. Donc ce risque, c'était le premier qu'on a essayé de travailler. Au moins, si on doit commencer par quelque chose, c'est d'éviter le plus possible l'apparition de ce type, le développement de ce type de symptômes. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt simple à faire. C'est simple parce que souvent les contextes sont assez clairement identifiés. Quand on a été victime d'un kidnapping, il ne faut pas forcément être psy pour se dire que les personnes vont avoir besoin de support ou de soins. Donc ça a été la première approche, de faire de la prévention au psychotrauma, des interventions assez rapidement après des événements, de pouvoir s'assurer que les personnes soient prises en charge d'un point de vue médical et d'un point de vue psy au moment du retour ou pendant la mission, s'ils étaient encore sur place. Mais ce n'est pas le risque principal. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille là-dessus, et ça arrive, mais on le verra, c'est pas le risque principal.
Mais déjà, premier combat là-dessus. Ce que nous, on observe sur un deuxième point, je vous ai parlé du psychotraumatisme dit primaire, c'est-à-dire l'exposition à la mort brute, on va dire, comme on peut, qui peut aboutir à des blessures psychiques. C'est plutôt le psychotraumatisme secondaire. Et dans le psychotraumatisme secondaire, il y a différentes catégories de risques qui sont plutôt connus au niveau psychologique. Et c'est souvent des risques qui sont présents pour les personnels soignants, beaucoup. Pas uniquement dans l'humanitaire. Hein. Ça va être dans les services de soins palliatifs, ça va être dans les maisons de retraite ou dans les EHPAD. C'est-à-dire le fait d'être exposé sans forcément que ce soit aigu, mais de manière régulière, quotidienne, à de la souffrance. Voilà. À la mort. Voilà. Alors c'est notre boulot en tant que médecin, en tant que psy, en tant qu'infirmier de travailler là-dessus. Mais on a quand même remarqué que cette accumulation, le fait d'être tout le temps confronté à ça, ça peut nous assécher émotionnellement, ça peut nous faire perdre un peu d'empathie, ça peut nous faire perdre la bonne distance avec le patient. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez les vieux humanitaires aussi, qui arrivent plus trop à ressentir quelque chose, qui ont du mal à pouvoir ressentir la détresse humaine après énormément de terrain par moment. Voilà, des gens un peu qui deviennent cyniques, durs, enfin on les décrit comme ça. Hein, il y a des gens qui sont durs et qui sont cyniques structurellement, il n'y a rien à voir avec l'exposition à de la souffrance humaine, mais on a remarqué qu'il y a des gens qui sont pas du tout durs et pas du tout cyniques, mais qui le deviennent, parce que ce n'est pas rien de travailler sur ce type d'environnement et de voir des gens en souffrance de manière permanente. On travaille là-dessus en permanence, entre une forme d'équilibre, entre être bien investi dans le lien avec le patient, et on a bien vu que par moment il y a des risques de surinvestissement. Je perds tellement la bonne distance que, on le voit sur les projets de migration, par exemple. Les migrants dans la rue, tu vas venir dormir chez moi. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire de temps en temps, mais il peut arriver de temps en temps quand même qu'on perde complètement la bonne distance, quoi. Ce qui fait qu'en tant que soignant, on doit se retrouver un peu au milieu quand même. Ou alors le sous-investissement, c'est-à-dire que on arrive tellement plus à mettre d'empathie, tellement on est asséché, que on va moins bien faire notre travail quand même, parce que qu'on le veuille ou non, il faut quand même un peu d'empathie quand même pour aider et soigner les gens. Voire on peut basculer dans la maltraitance, hein. Ça se voit dans les maisons de retraite, hein. Il y a souvent eu des scandales là-dessus. Ça peut arriver sur nos terrains aussi, nos activités, qu'on a été surexposés à ça. Donc ce qu'on appelle la fatigue compassionnelle. Voilà, et ça c'est quelque chose qui émerge là depuis quelques années, et on essaie de travailler justement. Alors vous voyez, on n'est pas dans du psychotraumatisme primaire, il n'y a pas un événement, souvent plus compliqué à identifier. Mais ce que l'on sait là, pour le coup, par expérience, c'est qu'il y a différents types de projets qui sont un peu plus exposants que les autres. Ça va être les services de grands brûlés, ça va être les services de soins palliatifs. Il y en a quand même quelques projets comme ça à MSF. Les victimes de violences sexuelles. Ce sont quand même des histoires horribles à écouter, à prendre en charge toute la journée. Ça peut aboutir de manière quand même assez insidieuse à ce type de réaction. Voilà, donc ça c'est vraiment la deuxième grande catégorie, et il y en a beaucoup plus. Ça s'opère sur une temporalité plus longue que le psychotraumatisme primaire. Et puis troisième catégorie, alors là c'est ce qu'on appelle le stress au travail au final, ce qu'on peut appeler le burn-out. C'est-à-dire le syndrome d'épuisement professionnel, qui se retrouve dans tout type d'organisation, de structure, ONG ou pas, et dans lequel les personnes vont s'épuiser au travail, et c'est souvent lié quand même à l'organisation du travail. Ça va pas être un scoop, mais je pense qu'en tout cas, quand on essaie on parle de retour anticipé de personnes qui se retrouvent dans des situations d'épuisement important, c'est souvent lié à comment on travaille ensemble, la communication, le management, la surcharge de travail, tous ces enjeux-là qui sont des enjeux quasiment opérationnels, de ressources humaines aussi. Voilà, donc pour le faire d'une manière un peu schématique, on peut dire que ce sont les trois catégories principales de risques. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un futur ou à une future expatriée qui va partir sur le terrain et
qui va se retrouver face à ses propres limites, tout en étant perçu éventuellement comme un héros à la maison. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on le vit? Sur le terrain ou... D'un point de vue de l'intime, comment arriver à trouver un équilibre entre comment on se vit et comment on vit ses propres limites versus comment est-ce qu'on peut être perçu par ceux qui vous voient partir? Ouais, tout à fait. Alors c'est souvent très, très complexe, parce que je pense qu'on l'a tous vécu, hein. C'est-à-dire qu'on projette énormément de choses sur le travailleur humanitaire. Hein. On projette toute cette mythologie que nous-mêmes on avait avant de partir d'ailleurs. Mais on se rend compte assez rapidement sur le terrain que il y a des choses assez fantastiques à faire, et puis il y a beaucoup de limitations, beaucoup d'impuissance. Par moments, on n'a même pas l'espace de travailler. Donc ce sont souvent des expériences qui sont difficiles à mettre en mots. Et puis, moi je me souviens de mes premières missions où il y a un moment donné, quand j'ai dit à mes proches que j'avais un lit quand même, je dormais dans un lit et j'ai même regardé la télé de temps en temps, il y avait des croyances comme quoi j'étais quasiment en train de dormir par terre dans le sable, quoi, en fait. Donc non, on, on arrive quand même à s'organiser. Donc il y a plein de croyances qui sont projetées sur nous. Et puis quand même, partir sur le terrain, c'est un accélérateur de particules absolu. Alors, c'est une expérience déjà, paradoxale, parce que même si c'est pour faire le bien, c'est très nombriliste comme expérience. C'est-à-dire, on va vraiment se reconnecter avec nous-mêmes. En règle générale, on se coupe de toute notre vie de famille, qui est souvent géniale, mais bon, on le sait très bien, qu'il y a aussi quelques difficultés. On met tout entre parenthèses pour vivre une expérience assez exceptionnelle, centrée sur nous-mêmes, quoi. Ça, ce qui est particulier, et on va découvrir un pays, une langue, des nouveaux collègues, on va énormément apprendre. On va tellement apprendre que notre cerveau, quand même, par moments se met en veille. Il y a tellement d'informations qu'on n'a pas le temps de tout le traiter. Voilà. Et une fois qu'on est rentré à la maison, on s'est rendu compte que le monde, notre ancien monde, a avancé d'une manière un peu plus lente. Parce que, alors que nous, on était dans un accélérateur de particules, il y a plein de décalages sur les questions et il y a une difficulté à mettre en mots, quoi. Donc déjà, le premier conseil, quand même, pour quelqu'un qui veut partir dans l'humanitaire, c'est quand on a identifié qu'on va rentrer à telle date. Alors, c'est ce que je dis, pour ne pas faire l'erreur que j'ai fait où j'ai pris 3 jours avant de reprendre mon travail, de se donner un temps de décantation qui est important. Voilà. Très clairement aussi, peut-être quand même, d'avoir quelques jours un peu seul, sans forcément être bombardé de stimulation dans tous les sens et de questions qu'on peut, par moments un peu absurdes, la fameuse des questions. Bon, alors comment ça s'est passé? Très compliqué en quelques phrases de mettre en mots 9 mois d'expérience qu'on n'a même pas eu le temps vraiment d'assimiler aussi. Donc c'est vraiment la question de la déconnexion, de ne pas sous-estimer le temps qu'il va falloir pour le cerveau, pour nous, de pouvoir se réintégrer, se réadapter à notre environnement. Voilà. On a tendance à se dire l'erreur, genre la vraie adaptation, le moment de stress, ça va être quand je vais arriver sur le terrain. Alors ça c'est vrai, mais il y a souvent l'adrénaline, ça fait bien son boulot, et en règle générale ça se passe bien. Voilà. Mais alors le moment du retour, c'est souvent ça qui est complètement sous-estimé et qui est finalement un autre moment de stress, parce que notre vision du monde elle a forcément évolué, notre vision de nos compétences a évolué aussi, notre vision de nous, nos forces, nos faiblesses a évolué, parce que sur le terrain on se voit, on se découvre de vraies qualités insoupçonnées, et puis bon, ça met le doigt sur quelques-uns de nos défauts aussi, quelques-uns de nos faiblesses. Donc il va falloir déjà un temps de reconnexion, de repos important. Donc effectivement, travailler et préparer le départ, et aussi bien préparer le retour avec un apport de lenteur, un apport de prendre le temps et pas de courir après la prochaine mission ou après le prochain travail, mais de se laisser un sas, que ce soit seul, avec ses proches, mais une bulle de décompression. Alors oui, alors après les gens font ce qu'ils veulent, mais une des recommandations à MSF, là très clairement quand les expatriés nous disent mais à votre avis, après une mission classique, on va dire une mission de 6, 9 mois sur le terrain, souvent c'est comme ça la première mission, c'est ce type de temps, nous on préconise au moins 2 mois de repos complet, quoi, ça passe très vite 2 mois.
ça passe très vite. La première semaine, on fait ses débriefings. La deuxième semaine, les 2 autres semaines, on voit les copains, on revoit un peu la famille. C'est souvent particulier. Et c'est déjà quasiment le moment où, si on est dans un cycle de repartir sur le terrain, on reçoit déjà des propositions. Voilà. Donc il ne faut vraiment pas sous-estimer le fait de redescendre et de décanter. Ça va aider notre cerveau quand même à pouvoir assimiler tout ce qui s'est passé. D'un point de vue clinique, quand même, il peut y avoir des expositions sur le terrain. C'est toujours intéressant d'avoir à peu près 6 à 8 semaines pour voir si justement on revient à une forme de normalité, si on redort bien, si on a des consommations d'alcool normales, si on a des réactions normales. Si on revient voilà, sur un état plutôt stable, parce qu'il faut plutôt être bien reposé avant de retourner sur des terrains. Donc bon, après, souvent, tu as travaillé au siège, une organisation comme MSF, mais d'autres ONG, s'il y a des urgences, s'il y a des besoins, ils vont vous rappeler assez rapidement. Si vous avez fait une bonne première mission, tout de suite, Clémentine, est-ce que tu veux pas repartir? Justement, on a une urgence en Haïti. Il faut être en capacité quand même à la fois de dire non à l'organisation aussi, par moment, voilà, de pouvoir quand même avoir s'auto-évaluer. Et ça, pour s'auto-évaluer, c'est très compliqué de demander de l'aide. Et c'est pour ça qu'aussi on propose des échanges. Alors, pour le coup, avec une écoute externe, une écoute psy externe, au moment du retour, justement pour avoir un avis peut-être sur voilà, quelles sont les petites zones de fragilité, avoir quelques recommandations, quoi. Comment est-ce qu'on peut prévenir ces risques psychosociaux à l'expatriation notamment? Alors, je vous disais, là, sur la 3e catégorie, tout ce qui est organisation du travail, là, il y a une vraie responsabilité de l'organisation de le faire. C'est-à-dire qu'on est souvent peu en capacité de pouvoir bien s'évaluer sur nos temps de repos, par exemple. Donc, une organisation doit mettre en place des temps de déconnexion, des temps de repos, doit évaluer le plus régulièrement possible la charge de travail pour ouvrir des postes s'il y en a trop, pour travailler sur la délégation. Ça, c'est un premier point lié aux ressources humaines qui sont quand même assez importantes. Les conditions de vie sur le terrain, on l'a vu, elles sont importantes aussi. Voilà. Si on mange bien et si on peut dormir, on a déjà réduit les risques de stress quand même. Alors c'est souvent plein de culpabilité de bien manger et de bien dormir dans des environnements par moment où la population est pas dans cette capacité-là, mais si on veut bien faire notre travail, bon, il faut qu'on assume quand même de pouvoir travailler sur ces conditions de vie. Ça, on l'a compris depuis belle lurette, même avant de mettre des psys à MSF. Hein. Voilà, donc ça, c'est la responsabilité de l'organisation de pouvoir les prévenir. C'est de la responsabilité ou des gens sur le terrain, même quand on est première mission, de pouvoir reporter les choses. Parce que je ne crois pas qu'il y ait des mentalistes, que ça existe vraiment être mentaliste. Donc il faut mettre en place des mécanismes de régulation, que ce soit individuel, c'est-à-dire que les gens se sentent confortables pour dire là je n'y arrive pas, là je vois un truc qui est bizarre, là je ne suis pas d'accord. Et puis, alors ça c'est une responsabilité individuelle qui incombe à tout le monde. Et puis de former les managers, les chefs de mission, les coordinateurs projets, d'être vigilants voilà, dans l'animation de leurs équipes. Pour naturellement, on va parler sécu, on va parler médical, mais aussi il faut qu'on parle là, comment on va nous en tant que groupe. Et en règle générale, s'il y a des capacités, des possibilités de libérer la parole, les gens parlent s'ils se sentent en sécurité. Les gens ne parlent pas quand ils se sentent en insécurité, en règle générale. Donc voilà, ça, il y a vraiment... c'est quand même assez important de le faire. Et puis, sur la première catégorie, sur la prévention de ce qu'on appelait le psychotrauma secondaire, on va dire, ce qu'on a remarqué, mais ça rejoint ce que je viens de dire au final, c'est qu'il y a certaines catégories de personnel. Parlons les gens qui travaillent sur les projets de victimes de violences sexuelles, qui écoutent à longueur de journée ces témoignages. On a remarqué que un bon management, c'est naturellement important, mais qu'il allait falloir mettre en place des dispositifs particulier de groupes de parole à un moment donné avec des gens externes qui font partie du travail et tous les mois on s'assoit ensemble et puis on parle de nos propres difficultés à entendre ces histoires. Qu'est-ce que ça fait résonance chez nous? Et là justement ce sont des mécanismes de prévention. Ça nécessite que les équipes par moment ne travaillent pas entre guillemets pendant 2 heures, même s'ils travaillent en fait.
Voilà. Et bon, la verbalisation, en règle générale, au niveau psychologique, permet une décharge quand même par moment émotionnelle qui est plutôt propice à aller un peu mieux, quoi. On l'a tous expérimenté, hein. Souvent, quand il y a une décharge émotionnelle, bizarrement, quelques minutes après, on se sent un peu mieux. Voilà, donc c'est un travail par contre régulier à faire. Médecins sans frontières travaille auprès des populations migrantes à Calais et à Dunkerque. Et quelles sont les difficultés psy que nos équipes rencontrent dans le cadre de leur travail auprès de ces populations vulnérables? Alors ça, c'est vraiment une question intéressante parce que une croyance, toujours il peut y avoir des croyances qu'on peut même avoir en interne quand même, et je présume si on fait un sondage entre est-ce qu'il y a plus d'impact psy négatif, on va dire de difficultés entre travailler à Gaza, voilà, et travailler sur des projets de migration en France, à 1 heure et demie de train d'ici, ça ne m'étonnerait pas que beaucoup de personnes, voire la totalité, disent bah, c'est quand même plus Gaza que sur les projets à Calais et Dunkerque migration. C'est pas nous notre expérience. Voilà, et toutes les autres sections le confirment sur les projets migration, par exemple. Alors, comment on peut expliquer ça pour le coup? Parce que, eh ben, c'est aussi, on va dire, relié à la notion de contrôle. C'est-à-dire que quand on ouvre un hôpital, même dans une zone de guerre, voilà, alors il va y avoir des expositions, mais on gère l'hôpital de A à Z et on est responsable à partir du moment où le patient rentre et il sort, voilà, de son suivi, de son accompagnement. Des gens décèdent, on en soigne beaucoup, voilà, ça peut être difficile, mais on a le contrôle. Sur les projets migration, c'est souvent complexe parce que ce sont des personnes qui sont dans des parcours migratoires. Et c'est des personnes qui apparaissent, des personnes qui disparaissent. Voilà. Donc on se met on va dire dans des dynamiques de soins, c'est-à-dire qu'on s'investit en tant que soignant. Voilà. Et par moments, les personnes soit partent, soit sont raccompagnées à la frontière, et on n'a plus de nouvelles pendant plusieurs mois, ils réapparaissent à un moment donné. Donc on a moins ce contrôle. On a moins ce contrôle. Et ça, c'est quand même... c'est comme si on avait nos patients dans un hôpital, ils arrivent, on commence, bon, on va passer à l'opération demain, et le lendemain, ils ne sont plus là. Puis ils reviennent 3 semaines plus tard. Enfin, ça crée quand même enfin, voilà, des difficultés en termes de contrôle, et ça, en règle générale, dans le stress, la notion de contrôle dans le stress est assez important. Deuxième point, bon, et on se retrouve quand même en manque de contrôle avec des personnes polytraumatisées aussi, qui sont dans des parcours traumatiques. Et c'est souvent particulier pour avoir été sur des projets migration. Ça se voit dans le regard quand même. Quand on est dans un camp de réfugiés, malgré toutes les difficultés de vie dans un camp de réfugiés, les personnes sont encore dans leur propre communauté. C'est-à-dire qu'ils peuvent encore aller actionner des ressources. Tandis que la population migration, ce sont des personnes en errance. C'est pas évident, les personnes en errance, pour pouvoir les accrocher aussi. Voilà. Donc déjà, ça actionne des mécanismes d'identification pour les aidants et pour les soignants qui sont peut-être un petit peu plus importants que dans un système hospitalier où finalement on est un peu protégé par la structure. Troisième dissonance cognitive quand même, Calais-Dunkerque, puisqu'on est en France. Il y a une forme de logique quand même dans un pays en guerre dysfonctionnant depuis 40-50 ans. J'ai des pays qu'on connaît bien d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a un État défaillant, voire pas d'État du tout? Donc s'il n'y a pas d'État, qui est une forme d'anarchie, qui peut justifier d'un point de vue cognitif qu'il n'y a pas d'accès aux soins, que les gens soient dans des situations absolument désastreuses. Mais là, en France, on est dans le pays des droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité. C'est quand même un pays qui tourne, avec des structures, et d'être, on va dire, dans son propre pays, donc avec un peu moins de distanciation, de se rendre compte de la violence institutionnelle quand même, qui est opérée par l'État, voilà, et ben, ça peut créer, on va dire, des réactions émotionnelles quand même un petit peu plus fortes. Donc et surtout une dissonance cognitive dans laquelle il y a un discours qui n'est pas du tout révélateur de la réalité, en tout cas sur la politique. Voilà, petit exemple de violence moi, que j'ai pu voir en me promenant, c'était ici, hein, c'était en France. Il y a des personnes en situation de migration qui viennent voir avec un papier, ils ont un rendez-vous à la préfecture, effectivement, ils ne parlent pas un mot de français, tout est écrit en français, et le rendez-vous est plusieurs mois plus tard.
Ça, c'est de la violence quand même. Et en tant que Français, soignant, ça peut être les Italiens en Italie aussi, je présume que c'est exactement pareil. Ils le décrivent aussi, hein, nos collègues italiens qui travaillent sur la mission Italie. Et ben, ça nous met un petit peu plus en colère, quoi, on va dire. Et puis surtout, on rentre chez nous le soir dans une forme de normalité. Et là, pour le coup, la distance qui peut s'opérer sur le terrain, quand on est à l'étranger, quand on est loin finalement, loin de nos référentiels culturels, et ben là, il est moins important, cette distanciation peut être protectrice d'une certaine manière. Quand on est chez nous, d'une certaine manière, c'est plus problématique. Qu'est-ce que le soutien psy aux travailleurs humanitaires t'a appris sur toi, par exemple? Alors, j'en suis pas venu là complètement par hasard, hein. C'est-à-dire que moi-même, je pense que si j'ai recommencé en tant que psy à y réfléchir, alors que je faisais plus du tout de psy, c'est que moi-même j'ai été impacté quand même. Donc il y a eu, je dirais, un parcours. Enfin voilà, il y a eu une forme de parcours personnel de se dire à un moment donné, mince, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir moi aussi? Voilà. Alors, j'ai une organisation incroyable, hein, il faut continuer à se le dire. Et puis, on se pose la question de comment on peut se mettre dans des états pareils quand même. Comment on peut se perdre un peu, voilà, en termes identitaires. Et ce sont des organisations un peu matricielles, c'est-à-dire qu'on fait tout, on mange ensemble, on travaille ensemble, ça peut devenir une famille. Voilà, enfin, c'est souvent des blagues quand même, des gens extérieurs. Ah non, moi je viens pas boire un coup avec tes amis de MSF parce que là, de toute façon, en 2 secondes, la discussion elle bifurque totalement là-dessus et les gens se sentent exclus. Donc, ce côté un peu matriciel, un peu exclusif, il n'est pas sans risque pour le coup, hein. C'est quand même assez important quand même de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en termes de prévention. Donc déjà, travailler m'a appris à un moment donné, moi, à me dire j'allais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, il fallait investir d'autres sphères aussi. Voilà, la réalité, elle est aussi en dehors de MSF. Et c'est important quand même de pouvoir investir ça. Donc voilà, je ne suis pas arrivé par hasard parce que moi-même j'ai été confronté à ça d'un point de vue personnel. Euh, et puis bon, moi ce que ça m'a, je pense que ça apporte, c'est que euh, on est toujours quand même, enfin que les gens qui travaillent pour ce type d'organisation sont des gens qui ont des ressources psychiques, qui ont déjà une très bonne gestion du stress, hein, il faut quand même le dire, hein, mais qui ont des ressources psychiques, enfin on a quand même des gens. C'est toujours fascinant de discuter avec les personnes qui travaillent avec cette organisation, quoi. C'est très très qualitatif, voilà, mais qui a eu pendant très longtemps, et ça se retrouve pas uniquement chez les humanitaires, mais ça se retrouve chez les pompiers, les policiers, toutes les professions à risque quand même, il y a quand même une tendance à étouffer l'expression émotionnelle, hein. C'est-à-dire qu'en termes de rationalité, d'analyse, d'exigence intellectuelle, de débat, alors là on est sur du top niveau, mais il y a toujours eu de manière un peu inconsciente comme ça, cette, euh, cette réticence quand même à s'exprimer d'un point de vue émotionnel, comme si ça allait nous affaiblir un peu. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant justement de pouvoir ouvrir des espaces de parole et que les gens qui font ce travail admirable puissent quand même aussi ouvrir ça un peu. Parce que la rationalité et l'émotion c'est la même pièce, c'est les deux faces d'une même pièce quoi en fait. Naturellement, ça fait souvent des discussions aussi très enrichissantes d'un point de vue-là, et je pense que c'est complémentaire. Et donc, et ça, je trouve ça hyper intéressant que MSF se soit ouvert à ça aussi, quoi. C'est pas uniquement des initiatives de personnes. L'organisation a décidé d'ouvrir un petit peu les vannes, quoi, on va dire. Est-ce que tu peux partager avec moi un souvenir de terrain particulièrement marquant? Ouais, il y en aurait 10 000, mais bon, on revient à la première mission quand même. C'est quand même là où beaucoup de choses se passent quand même. Je me souviens très clairement que pris dans l'excitation de partir, je m'étais pas vraiment rendu compte que 2 jours plus tard, là, j'étais quasiment dans l'avion, j'allais être obligé de travailler, quoi.
Et je faisais faire du psychotrauma dans les camps de réfugiés en Palestine. C'était à Jenin, c'était en Palestine. Alors je m'étais un peu renseigné et puis passé tous les rituels de départ où naturellement on est très excité. Je me suis dit, mais dans 2 jours là en fait je vais turbiner quoi, je vais travailler quoi. Et donc moi j'étais jeune psy. Ça faisait 2 ans que je travaillais. J'avais une petite connaissance dans le psychotrauma, mais toute relative après 2 ans d'expérience professionnelle. Et donc, une de mes premières consultations, quand je suis arrivé dans le camp, c'était une visite à domicile, donc ça c'était très intéressant. Et c'était avec. Donc, je faisais ma passation avec la psychologue, et elle était beaucoup plus expérimentée que moi, qui était là depuis 9 mois et qui avait fait plein de missions avant. Et je me retrouve donc en face d'un vieux monsieur. On était assis par terre, donc j'étais assez déstabilisé parce que c'était ma première visite à domicile, consultation psy dans une visite à domicile. Et donc bon, je la regarde un petit peu faire et le vieux monsieur me tend une cigarette. Alors là, moi je me suis dit, mais non, je peux pas faire ça. En tant que psy, le cadre, on va pas commencer à boire des coups et puis fumer des cigarettes quand même avec les patients, quoi. Ça se fait pas. Déjà qu'on est chez eux, donc je fumais, hein, donc poliment je refuse. Et puis donc elle m'a lancé des coups de coude dans les côtes, quoi, en me regardant, en disant prends cette clope. S'il te plaît, donc bon, j'étais un peu docile quand même pour mon arrivée, donc je fais bon, si elle me dit de le faire, je vais le faire, donc je commence à fumer ma cigarette avec le monsieur, à échanger un peu des regards, et puis ça se termine comme ça. Donc en sortant dans la voiture, elle voyait que j'étais un petit peu déstabilisé, elle fait ah non mais là c'est bon là. Hein. Là, tu vas faire des visites à domicile. Le vieux monsieur, là, il dit pas un mot depuis plus de 3 ou 4 mois. C'est la première fois que je le vois bouger. Et puis là, il te donne une cigarette, et toi, tu fais rien, quoi. Donc quand c'est comme ça, tu prends. Et puis le lien, il est établi. Et puis donc, la semaine prochaine, tu y retournes. Et puis moi, je serai plus là. Et tu retournes le monsieur parce que là, il s'est passé un truc. Et donc, en fait, c'est juste pour l'anecdote. Enfin, ça peut être pareil pour un médecin, pour un infirmier, pour n'importe qui. Aller travailler dans ce type d'environnement, ça te met un coup de serpe quand même sur toutes tes certitudes, sur le cadre théorique. Alors là, il y avait du transculturel aussi, que j'ai appris un petit peu comme ça, au jour le jour, on va dire. Donc c'est une toute petite anecdote, mais qui montre bien qu'en fait, il faut vraiment partir. On se dit, là, je vais me déconstruire, comme on dit. Hein. Je vais garder quelques bases, mais il y a beaucoup de certitudes qui vont voler en éclats. Et finalement, c'est quand même beaucoup plus pour le meilleur que pour le pire. Voilà. Il va falloir faire preuve de beaucoup d'agilité, de flexibilité et de capacité d'adaptation. Ah oui, oui, complètement. Mais bon, c'est ça qui est excitant et qui fait qu'on y retourne. Hein. Parce que là, pour le coup, on est dans une forme d'agilité, on est dans une organisation innovante. Ça, c'est d'une certaine manière de l'innovation, fonctionnement par essai-erreur. Je me suis déjà planté peut-être en faisant des choses comme ça, alors quand j'étais psy sur le terrain. Mais il y a un moment donné, oui, il faut. L'idée, c'est le lien. L'idée, c'est de travailler différemment. Et c'est, je pense, un peu pour ça d'ailleurs qu'on postule pour ce type d'organisation. Même si on ne se le dit pas forcément comme ça au moment du départ. Quoi. Quels sont tes doutes aujourd'hui sur l'humanitaire ? Il y en avait il y a 20 ans quand j'ai commencé aussi. Hein. En 20 ans, on passe par des phases. Alors, je n'ai jamais vraiment passé par la phase de sauveur de l'humanité parce que j'étais, je pense, assez conscient dès le démarrage que voilà, aussi grande organisation puissions-nous être, il y avait quand même des limites, mais on passe par des phases un peu de toute puissance. Qu'on se fixe à nous-mêmes aussi, qui sont souvent on se confronte assez rapidement à la réalité du terrain, et puis on passe par des phases de fierté et des phases où on ne sert strictement à rien, quoi, en fait. Ça ne sert à rien ce que l'on fait. C'est un peu des montagnes russes quand même, je trouve, un parcours humanitaire. Ça me paraît tout à fait logique de passer à travers toutes ces phases. Les doutes par rapport à l'humanitaire maintenant, c'est que
Et ce qui m'angoisse un peu plus, c'était que notre propre métacadre occidental. Moi, j'ai commencé dans un environnement où on pouvait d'une certaine manière aller s'exposer à l'étranger en tant qu'expatrié. Quand on rentrait dans notre pays, on était plutôt reconnu, les ONG en règle générale. On ne se disait pas que notre système était en train de se casser forcément la figure. Il y avait une forme de sécurité psychologique quand même sur notre propre écosystème. Or là, et je trouve que ça doit être compliqué, je suis plus dans un parcours terrain maintenant, mais de se rendre compte que quand on rentre du terrain, on se retrouve dans des environnements où les humanitaires, les ONG sont un peu moins reconnus, voilà, voire stigmatisés, voire complices de passeurs sur la migration. Il y a une violence, je trouve, qui existait moins en tout cas, il y a une vingtaine d'années. Et donc, je pense que c'est pas sans. On a beaucoup quand même fonctionné en termes de protection. Un facteur de protection, c'est quand même de se dire on va s'exposer. Il y a une forme de reconnaissance par rapport au travail qu'on fait. Et je dirais que le doute dans les prochaines années, voilà, j'espère que notre cadre va encore tenir assez pour qu'on puisse avoir ça, parce que si on ne l'a plus aussi, eh ben ça risque d'être peut-être un petit peu plus compliqué, je trouve, d'un point de vue psychologique. Donc voilà, ce serait un petit peu je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais un petit peu la chose qui est en train d'évoluer, de changer, qui me fait un petit peu peur, qui me fait douter, on va dire. Voilà. C'est lié, j'imagine, aussi à une perte de sens ou à comment garder du sens et s'assurer qu'on continue à mettre du sens dans tout ça. Oui, parce que je pense que la création de ces organisations, d'un point de vue sociologique aussi, c'est que ce sont d'ailleurs, il y a des auteurs qui en ont parlé, hein, comme Enriquez. Ce sont des organisations, je pense, qui sont utiles à la société dans le sens où elles permettent de rééquilibrer un petit peu les choses. Dans le regard de la société, quoi, hein, aussi. Donc notre action fait sens aussi. Heureusement qu'il y a l'MSF, heureusement qu'il y a ACF, qu'il y a MDM, bon bref, qu'il y a toutes ces organisations. Et je pense quand même que, et d'ailleurs on le sait dans la clinique du psychotraumatisme, que la meilleure manière de soigner, d'aider les personnes, c'est quand même la reconnaissance de l'événement. Donc je pense que sûrement d'une manière un peu inconsciente, on a besoin un peu de cette reconnaissance entre nous déjà, mais aussi quand même du regard extérieur pour pouvoir faire ce travail qui est très difficile, hein. On a tendance ça devient notre normalité, mais c'est un travail compliqué, hein. Il suffit d'expliquer ce qu'on fait sur le terrain de temps en temps à des gens qui sont jamais allés sur le terrain. On en parle comme si c'était... ils nous regardent en disant « Waouh, c'est quand même particulier ce que vous faites ». Si la société ne donne plus cette reconnaissance, je pense que ça va être quelque chose sur lequel il va falloir se préparer aussi, peut-être un petit peu, et à être beaucoup plus en auto-support entre nous aussi, en tout cas, si on est ciblé, si on est un petit peu moins reconnu là-dessus. À ton avis, quels sont les traits de caractère qui fragilisent dès le départ quelqu'un qui partirait dans l'humanitaire et dont il faut se méfier ou sur lesquels il faudrait être attentif? J'en ai aucune idée. C'est très compliqué. Tout est une question de dosage, hein, quand même. Ce que l'on sait quand même dans le monde associatif, qui a peut-être, quand on parle de traits de personnalité, c'est plutôt de manière de penser, c'est la question de l'investissement. C'est un peu délicat de dire ça, parce que quand on rentre dans une organisation comme ça, c'est pour être investi, sinon on est un bureaucrate. Voilà. Donc il faut des gens investis. On ne vient pas là pour devenir millionnaire de toutes les manières, on vient pour y chercher autre chose. Mais ce que l'on sait en tout cas dans les profils de gens qui travaillent dans le monde associatif, dans le monde des ONG, c'est qu'il y a quand même beaucoup de situations d'épuisement professionnel sur des profils de personnalité de gens hyper investis. Voilà. Je parlais tout à l'heure de déconnexion, ou de ne pas mettre tous ses yeux dans le même panier. L'hyper-investissement a du bon sur des durées courtes. Je parle d'hyper-investissement. L'hyper-investissement sur une durée longue, c'est se mettre à risque. Et il peut y avoir les personnes les plus intelligentes, les plus hyper-investies. Tout le monde a des ressources qui ne sont pas inépuisables.
Donc c'est sûr, quelqu'un qui s'est construit psychiquement en disant je donne tout pour mon travail, pour sauver le monde, là je fais de la grosse caricature, va être un peu plus à risque et se doit de s'interroger un petit peu là-dessus, essayer d'assouplir ça. Voilà. Voilà. Je dirais que c'est peut-être, on va dire, c'est peut-être un des, tu parlais de traits de personnalité en tout cas, c'est quelque chose qui va être à travailler aussi. Voilà, je pense. C'est très important de faire des choses totalement inutiles, de faire des choses futiles. On va se connecter quand même à énormément de stimulation sur le terrain, à une forme de pouvoir. Voilà. Parce qu'on va gérer des équipes, on a accès à des autorités, c'est quand même assez incroyable. Une autre anecdote de terrain, première mission, le coordinateur projet, il y a eu un gap, comme on dit, il n'y avait personne, j'étais le seul expat pendant 2 semaines, et j'ai fait office de PC tout tranquille, mais il fallait aller discuter avec les commandeurs des brigades. À 26-27 ans, faire un truc comme ça, c'est quand même de la puissance du pouvoir, quoi. C'est quand même quelque chose qui est assez dingo, quoi, quand même. Enfin, en tout cas, moi, ça m'avait quand même surpris. C'est compliqué de revenir quand même à une forme de réalité après, mais c'est très important de protéger, de sacraliser quand même ses propres rituels, ses autres passions, et de se donner le temps de les réinvestir aussi. Parce que la normalité, c'est pas tout le temps de discuter, de négocier avec des commandeurs des brigades, de groupes armés, je ne sais pas où. Donc PC, le rôle de coordinateur terrain, Coordinateur coordinateur d'un projet sur Tout à une fait. zone particulière, Ouais, qui a quand même un niveau de responsabilité très élevé sur sa zone. C'est tout le à fait. chef de sa zone. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. D'accord. Sur le plan de la santé psy, quels seraient les conseils que tu donnerais à une première mission avant son départ? Ne pas faire comme si tout allait bien. Voilà, sachant que justement on parlait de PC, enfin le chef de base, il va y avoir un biais cognitif important que tous les gens expérimentés sont forcément beaucoup plus solides et n'ont jamais eu de moment de doute. Voilà, donc les moments de doute, il faut les expulser, il faut en parler. Et toute personne qui a fait plus de 2 missions à MSF, c'est rare que tout se soit super bien passé, qu'ils n'aient pas vécu un moment difficile. Donc voilà, ça c'est vraiment la première recommandation, c'est de ne pas s'enfermer, de trouver des ressources en interne, ça peut être pas forcément à la hiérarchie, hein, mais ça peut être des collègues, et ne pas faire comme si tout se passait très bien, et c'est tout à fait logique d'être déstabilisé, en tout cas sur l'arrivée, dans les premières semaines. Et puis après, en règle générale, l'adaptation se réalise, et au bout de 3 semaines, on est sur le terrain comme chez nous, voilà. Et c'est souvent vecteur de plein de positifs. Mais alors là, surtout là, pour le coup, l'idée c'est, voilà, s'il y avait un conseil sur le terrain, c'est vraiment ça. Ça peut paraître bête, mais c'est souvent ce qu'on ne fait pas d'ailleurs quand on commence à douter, à s'enfermer ou à pas comprendre quelque chose. Et c'est pareil, c'est sa première mission non médicale, on va travailler avec des médecins. Enfin, je parle pour MSF, mais dans l'humanitaire, dans le médical en tant que tel, on va par moment voir des situations difficiles à l'hôpital, on va voir des corps par moment, on n'est pas forcément habitué. On va rentrer dans une culture médicale aussi avec des médecins, des infirmiers qui ont leur propre mécanisme de défense, hein, c'est la fameuse ambiance salle de garde, alors que nous on peut être marqué par rapport à ça. Donc ça, on n'hésite pas à le dire si on est déstabilisé. Voilà. L'expression émotionnelle est vecteur de cicatrisation de manière importante. C'est pas pour rien que par moment on essaye d'être proactif pour proposer des espaces de parole. C'est pas uniquement parce qu'on aime bien, nous les psys, que les gens ils pleurent devant nous, c'est qu'on sait que par moment pleurer, ça va permettre de stocker dans sa mémoire long terme et d'intégrer un événement aussi. Voilà, donc mettre en place un. Donc ça, je dirais que c'est peut-être le principal conseil en fait. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager aujourd'hui? Il y a une lecture qui permet un peu de revenir en arrière, de faire un vrai flashback sur qu'est-ce qu'était l'humanitaire dans les années 80, sur cette image un peu aventurière et qui est ludique et qui est émouvante. C'est la bande dessinée Le Photographe
Je pense, c'est toujours bien de revenir en arrière, de se reconnecter un peu à nos mythes fondateurs pour bien appréhender une organisation. Donc voilà, c'est l'histoire d'un photographe qui suivait une mission humanitaire en Afghanistan. Alors c'était des conditions de vie très particulières, c'était l'humanitaire peut-être d'il y a 40 ans, mais c'est toujours bien de savoir de où on vient aussi. Et en plus, c'est souvent, on va dire, une mission que tout le monde parle et parlera encore, je présume, dans les 20, 30, 40 prochaines années pour revenir un petit peu à la source, l'origine de ce qu'est un engagement humanitaire. Donc le photographe, les auteurs, il y a Guibert et le deuxième auteur, je n'ai plus son nom en tête, mais on le mettra dans la bibliographie. Oui, il y a d'autres BD, comme les Chroniques de Jérusalem aussi, de Guy Delisle. Oui, il y a de la BD. Allez, moi je dirais aller dans la bande dessinée. Il y a une bande dessinée sur la Libye aussi. Il y a les Sacos sur Gaza, sur la Palestine. Donc oui, il y a de quoi faire dans le rayon BD, en tout cas, des librairies. Merci infiniment Nicolas pour De ton temps. rien. Merci à toi.